Je vous propose, avant de présenter le travail, de commencer par une vidéo de 3 minutes. Il arrive à Lisbonne, son ami a disparu, il trouve les rushs des films et il part à la recherche des sons dans Lisbonne. Bom, nós traduzimos já. É o filme Lisboa. Qual é o nome todo? Não está funcionando. É o filme do Wim Wenders, né, sobre Lisboa. E ele falou, as pessoas que conhecem esse filme podem aí reconhecer, né, que é aquele sujeito que está pegando o som na cidade, né, ele chega a Lisboa, o amigo dele desapareceu, ele está procurando ver, né, onde ele pode pegar o som, né, e aí ele encontra, né, sabe, pertinho.
Ah, sim. Quase imaginando. Tá bom. Bom, mas é isso, tá? Essas imagens que ele acabou de passar. Agora a gente vai falar sobre elas. Non, ça va. Très bien. Et le thème dont je veux aborder par cette intervention avec vous, c'est cette double entrée, c'est-à-dire à la fois s'intéresser à l'espace sonore qui fait notre quotidien, mais c'est aussi inversement s'intéresser à l'espace urbain quand on l'aborde par le sonore. Donc on va voir le sonore à la fois comme une matière d'étude, comme un objet de qualité urbaine, d'identité urbaine, mais à la fois l'angle du sonore, l'angle d'attaque du sonore nous permet peut-être d'aborder la ville d'une manière différente, d'aborder le territoire et de nous dire des choses sur le territoire que peut-être d'autres modalités, comme visuel par exemple, ne permettent pas. Donc moi je suis architecte, je suis chercheur et enseignant à l'école d'architecture de Grenoble et le laboratoire de recherche dans lequel j'ai fait mon doctorat et dans lequel maintenant je travaille s'appelle le Cresson. Ça veut dire Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. L'ensemble des travaux que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des travaux qui ne sont pas... Bon là, c'est deux travaux. Le premier est issu en partie de ma thèse et le deuxième d'un travail qu'on a mené collectivement après. Mais il faut savoir que dans les outils que j'utilise et que je vais vous montrer, c'est issu principalement de l'ensemble des collaborateurs du laboratoire. C'est la fin, j'ai pas compris. Ah pardon. Une partie du travail que je montre... C'est la thèse et l'autre partie. Ah, l'autre partie a été menée plutôt dans un projet professionnel, mais avec les collaborateurs du laboratoire. Et de toute façon, dans tous les travaux que je montre, il y a un mélange entre la production collective et ma propre production. Bom, ele se apresentou dizendo que ele trabalha no laboratório Cresson, que quer dizer justamente Centro de Pesquisas na parte sonora e no ambiente, né? Bom, o que é importante aí, ele disse que o tema dele é duplo, nessa tomada que ele vai fazer a partir do que foi apresentado por ele nesse início. Ele vai falar do espaço sonoro, não é, do cotidiano, e vai falar do espaço urbano tomado pelo som, não é? Quer dizer, tomado no sentido de abordado pelo som. E, claro, pensando no espaço sonoro do cotidiano, pensando aí a qualidade urbana, né, em relação a esse espaço sonoro. Então ele disse que esse tipo de abordagem pode ser interessante, porque talvez aí a gente possa ter acesso à cidade de uma maneira diferente do que, por exemplo, o visual não permitiria, que o visual não permitiria. E aí ele diz que essas pesquisas que ele vai apresentar, esse trabalho que vai apresentar, de pesquisas, né, que ele fez em conjunto ou pessoalmente, né, tem ali uma parte da tese dele e parte de trabalho de pesquisas coletivas, feito em conjunto. J'en profite aussi donc, pour remercier Eni et l'université de votre invitation. Ele agradeceu a nós. E nós também, muito conexões. Alors donc, ma présentation sera en 4 temps. Un tout premier temps, j'ai transformé la phrase d'un chercheur qui s'appelle Harvey Sachs, un ethnométhodologue américain, qui dit « Ce n'est pas une activité ordinaire que de dire « Tiens, ce soir je vais observer un coin du plafond ». Alors, sans penser... Je vais observer, ce n'est pas une activité ordinaire que de dire « Tiens, ce soir je vais observer un coin du plafond ». Un coin. Et on peut tout simplement, alors lui s'intéressait bien sûr à qu'est-ce qui se passe quand on interroge ce qui fait notre espace familier, peut-être qu'on peut appeler notre inquiétante familiarité, mais pour nous on peut au moins le résumer à dire que ce n'est pas si ordinaire que ça, que de s'intéresser à l'ordinaire, même si dans l'assemblée qu'on est là, je sais que beaucoup de gens travaillent là-dessus, et Frédéric dans son intervention vous en parlera aussi.
Le premier objet d'étude dont je vais vous parler, c'est plutôt, on va aller de l'espace urbain vers le sonore, et on va voir une méthode possible de caractérisation sonore d'un quartier. Le deuxième objet d'étude, c'est l'inverse. On part... Ele disse que vai fazer essa exposição em 4 vezes. O primeiro, ele utiliza uma frase de um norte-americano, Sachs, que é da etnometodologia, né, dizendo que não é algo ordinário a gente observar algo que parece ordinário. Por exemplo, o canto do teto, um pedaço do canto do teto. Né? E ele se interroga, então, sobre o espaço familiar, dizendo que não é tão ordinário observar o ordinário. Ele diz que há outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho, aqui mesmo está presente, né? O Frederico Poussin, que vai fazer uma conferência e que trabalha sobre essa questão. E dessa maneira, então, é que ele vai abordar o espaço urbano, não é? Tomando essa questão do ordinário. Le deuxième projet est un projet qui fait l'inverse, qui parle des questions du sonore pour interroger le territoire. Et là, au lieu d'être l'étude d'un quartier, ce sera l'étude de 42 km d'autoroute en France. Enfin, en conclusion, on verra quelques pistes pour nous, peut-être pour se rapprocher aussi du sujet même du forum, sur les enjeux urbains et les enjeux sociaux que permettent d'aborder le sonore. Les enjeux urbains et les enjeux sociaux. Bom, a segunda ele diz que é o inverso, ele vai falar do sonoro para falar do território, e aí se trata de são de 42 quilômetros, né, de autoestrada na França. Né, e aí ele diz que vai tratar dessas questões urbanas e sociais, né, e a sócio, para tratar da questão sonora. Mon intervention sera donc beaucoup plus sur les questions méthodologiques que véritablement sur l'analyse des lieux qu'on peut consulter dans les documents, mais là sera la dimension méthodologique. Bom, a questão, ele vai abordar muito mais pela questão pelo viés metodológico do que pelos lugares. Tout d'abord, en introduction, donc cette question de l'accessibilité sensorielle. Alors, on peut reprendre une des propositions d'Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, qui nous parle de l'espace public comme un espace qui est d'abord un espace de visibilité, un espace d'accessibilité sensorielle. Cela, ça nous intéresse quand on veut travailler sur les sens, tout simplement parce que les espaces, d'un point de vue sonore, visuel, moteur, peuvent avoir des degrés d'accessibilité, des degrés de publicité. On peut le voir sans être vu, on peut le voir sans y aller, on peut y aller sans rien voir, etc. Donc on peut comme ça travailler sur des degrés de publicité des espaces, qu'ils soient privés ou publics. Et d'ailleurs on voit bien que la notion de privé et public disparaît quand on travaille sur l'accessibilité perceptive. Bom, eu vou reduzir bastante. Ele vai trabalhar com a acessibilidade sensorial e ele diz que aí a questão do espaço, ele vai trabalhar com a questão do espaço público, mas com a questão de visibilidade e acessibilidade sensorial. E ele diz que aí a gente vai ver que há graus, né, que a gente pode atender, e ele disse que aí a questão do privado, não é? E do público desaparece quando se pensa nessa acessibilidade sensorial. Ce qui n'enlève pas forcément la dimension politique dont on a parlé ce matin un petit peu avec Jung Habermas, mais tout simplement, avant d'aborder la dimension politique et sociale, on va aborder l'espace dans son accessibilité sensorielle. Que não faz desaparecer a questão política e social, vai abordar através da acessibilidade sensorial. Pour cela,
notre laboratoire fait l'hypothèse des ambiances architecturales et urbaines qui prétendent à deux postures. Premièrement, mettre l'usager et son expérience réceptive autant qu'active au cœur des enjeux environnementaux et urbains, en questionnant le rapport que chaque habitant entretient avec le monde, tout simplement par la prise en compte de l'habité. Enfin, de l'habiter. L'habiter, mais l'habiter au sens large, c'est-à-dire habiter à la fois une maison, mais aussi habiter un espace ou un territoire. Bom, então ele falou que como acontece no laboratório que ele trabalha, né? Ele vai trabalhar através das ambiências, né? E, em primeiro lugar, é colocar o usuário no centro do ambiente, né? Bom, está escrito aí, né? Colocar o usageiro, eu posso trabalhar pela tática do usuário, aquele que usa, né? E a sua experiência receptiva também, tanto quanto a ativa, né? No centro das questões ambientais, né? De environnement, questionando a relação que ele tem com o mundo e ela tomar em conta do habitat. Et la deuxième posture, et là vous reconnaîtrez aussi le fait qu'on est dans une école d'architecture dans mon laboratoire, c'est de ne pas réduire les enjeux environnementaux à des questions de nuisance et de risque, par exemple la question de la pollution sonore, mais bien de les ouvrir à la notion de projet, que ce soit un projet construit ou un projet humain, et ça quelle que soit l'échelle de l'intervention, à partir du moment où justement ça implique des logiques d'habiter. Vocês entendem não, assim, no escrito, eu preciso traduzir? Não? Não? Não preciso traduzir? Não. Sim, precisa. Não, Carolina, não tem problema. Je vais... Non, ça va, c'est qu'il parle, oui, il comprend. Oui, j'ai fait. Peut-être qu'il y aura des choses à parler seulement, alors là, je vais pas vous dire. Peut-être donner, avant de parler des deux exemples, vous donner un petit exemple qui a été fait par Louis Dandrel. Louis Dandrel, c'est un designer français sonore à qui on avait posé la question des trains SNCF. Les trains à grande vitesse en France, les TGV, relient que les grandes gares. Et quand ils passent dans des petites gares, ils ne s'arrêtent jamais. Donc ça pose deux problèmes pour les gens qui attendent sur les quais aux petites gares. Premier problème, le train n'est jamais pour eux. Et deuxième problème, ils passent à une vitesse incroyable et avec un bruit qui n'est pas forcément agréable. Donc la question c'était est-ce que le design sonore, donc une posture justement qui serait une posture de projet, peut changer ça. Alors la solution classique consiste à faire dévier le train et à le faire passer ailleurs. Une autre solution, ce serait de diminuer le niveau sonore du train même quand il passe. Mais tout ça c'est des choses très complexes. Et donc il a proposé de rajouter des sons lors du passage des trains. Et c'est un exemple que je vais vous faire écouter qui montre justement une position offensive vis-à-vis du sonore et pas uniquement défensive. Alors, vous faites attention, le niveau sonore, j'espère que ce ne sera pas trop fort. Dans un premier temps, il y a un train sans intervention et dans un deuxième temps, il y a l'intervention. Je vais écrire d'abord qu'ils comprennent. Bom, é o seguinte, ele disse que antes de fazer a exposição, de continuar a exposição, vai dar um exemplo que é de Louis Dandrel, sobre o trem da CNCF, que é a Companhia de Trens na França, e especialmente o TGV, que é o que tem a velocidade rápida. E ele diz que isso causa um problema nas pequenas estações, primeiro porque não é para as pessoas que estão ali, e segundo porque ele faz um barulho muito forte. E as soluções propostas pode ser, uma delas é desviar o trem, a outra é diminuir o som do trem. Mas para fazer experiência aí, o que foi proposto foi aumentar o som. E ele vai fazer essa experiência aí com vocês.
illustration, donc c'est pour vous montrer une proposition, par exemple, de travailler sur l'ambiance sonore, sur les environnements sonores, par une démarche qui n'est pas uniquement une démarche de protection, mais aussi une démarche de création. On peut apprécier ou pas, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un projet. Ces choses-là ont été installées que dans quelques gares, et ont très vite été désinstallées puisque c'était très compliqué de maintenir les haut-parleurs dans un bon niveau de qualité sonore, et les haut-parleurs très vite produisaient un son de mauvaise qualité qui n'améliorait pas. Mais l'idée est celle-ci. Bom, ele disse que a proposta, né, não é só de proteção, quando eles têm alguma proposta, mas também de criação, em relação às soluções que eles propõem. E aí, nesse caso, foi essa coisa de pôr um alto-falante, né, que tinha esse som na estação, mas que foi impossível manter porque logo o alto-falante se desgasta no uso e não foi uma solução que permaneceu, né? Tiraram os alto-falantes. Mais nous, la question qu'on pose est celle de nos espaces ordinaires, même si les TGV en font partie pour certaines personnes. Et cet espace ordinaire, c'est par exemple l'extrait que je vais vous faire écouter maintenant. Ele falou que não é só de TGV, tem um espaço ordinário também que vai mostrar. Voici une traversée de marché à côté de Nantes. Ce n'est pas un preneur de son qui a fait le son, mais c'est un habitant qu'on avait équipé d'un petit micro pour qu'il puisse lui-même, dans son trajet, enregistrer les sons. Gravado na travessia de uma feira, feito por uma pessoa não especialista, alguém que puseram um microfone para passar e gravar. Il y a trois tentations même pour qualifier les espaces sonores, qui représentent toutes des disciplines à la fois soit artistiques, soit universitaires, sur lesquelles justement peut-être le travail sur les ambiances essaye d'échapper. Premièrement, ça serait considérer l'espace sonore comme une nuisance, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il faudrait diminuer, qu'il faudrait baisser de niveau à l'intérieur de son propre environnement. Bien entendu, c'est nécessaire, c'est parfois indispensable, mais si la ville était totalement silencieuse, on imagine vite les limites d'une ville sans son. Deuxièmement, ça pourrait être de considérer à l'inverse que tout espace sonore est une petite musique, qu'elle a sa propre qualité et que cette propre qualité-là, eh bien, on pourrait l'écouter quand on irait écouter à un concert. Et nous connaissons tous des artistes ou des personnes qui proposent des expériences comme ça. Enfin, la troisième tentation, à laquelle peut-être aussi pour les espaces quotidiens il faut échapper, serait la tentation d'un espace sonore patrimonial, où on essaierait de conserver la bonne réverbération des lieux, le son de la cloche d'antan, voire certains sons d'activité qu'on aimerait qu'ils ne changent jamais. Et donc, une espèce de refus d'acceptation que l'espace sonore est aussi le reflet des activités en mouvement. Há três tentativas, tentações mesmo, né, de se pensar, seja no mundo artístico, no domínio artístico ou universitário, de definir o que é espaço sonoro. Né? Um deles é o espaço sonoro como uma coisa que faz mal, né? Que perturba, danosa,
da nossa. E que precisa baixar o nível, né? Mas ele falou assim, mas imagine também uma cidade completamente no silêncio. Também, né, caríssima, né, perturbaria. Dois, o espaço sonoro, é considerar que o espaço sonoro tem as suas qualidades, portanto, não é música, é sons com qualidade. E o terceiro é considerar o espaço sonoro patrimonial. Então, esse que quer preservar, na verdade, né, o som de certas atividades, o som do sino, né, que bate, enfim, que, vamos dizer, som que não mudam nunca, né, essa coisa toda. E seria não considerar justamente a atividade em movimento, né? Pensar em movimento, En général, les projets d'urbanisme ont du mal à prendre en compte le sonore, et donc le sonore est une résultante, des fois heureuse, des fois hasardeuse, du travail en urbanisme. Donc la proposition, mais qui est une proposition qui ne touche pas que d'être utile pour un projet, consiste à peut-être repérer et nommer les espaces sonores dans lesquels on vit, pour avoir une chance déjà qu'ils existent et qu'on puisse partager une manière d'en parler, et deuxièmement, qu'on puisse, dans des projets, ou pas, selon les projets, décider de qu'est-ce que l'on doit supprimer, modifier, amplifier, conserver, de manière à avoir aussi une posture sur l'environnement sonore. A propos du mouvement sonore, à la fin, c'est que vous avez fait On va avoir une posture sur l'environnement sonore. Oui, dans le projet. Il faut, à minima, déjà pouvoir le nommer, le repérer, le nommer, le caractériser. Bom, agora, ele falou que referir e nomear os espaços sonoros onde vivemos, podemos, sobre os quais podemos falar, então já é uma iniciativa, vamos dizer, né? A outra coisa ou então suprimir, ter uma postura a respeito do environnement, do ambiente. Donc là, pour cela, on a mis en place une méthode qui ne base pas tout sur les niveaux sonores, mais s'intéresse justement aux interactions des habitants avec l'espace sonore. Le terrain d'étude est à Rezé, c'est une toute petite ville au sud de Nantes, dans le cadre d'une place publique qui allait être démolie pour le passage d'une route à 3 voies. Et la municipalité voulait savoir quelles étaient les ambiances d'avant, pour comparer après avec les ambiances d'après. Mais la route s'est pas faite. Donc voilà, mais c'était une commande initiale d'une municipalité. Il fallait détruire un mur? Non, il fallait. En fait, c'était une route à 2 fois, enfin il y avait 2 voies d'un côté et 3 voies de l'autre, hein, parce qu'il y avait une voie de bus, qui passait au milieu d'une place publique avec un pont. Donc le lieu actuel allait disparaître, hein, et la municipalité voulait qu'on étudie à la fois les ambiances sonores d'avant, enfin et après le pont. Mais en fait le pont ne s'est pas fait, mais on a fait l'étude. Bom, tinha projeto justamente, né, de uma cidade perto de, como essa bela ville? Rezé, au sud de Nantes. No sul de Nantes, En France. No sul de Nantes, Rezé. Bom, então para estudar justamente a interação dos habitantes, né? Então eles foram chamados para trabalhar em um projeto a respeito justamente, era uma estrada na verdade que passava sobre uma praça e teria uma ponte sobre essa praça, né? E aí eles iriam suprimir isso. Então eles foram chamados
para fazer um trabalho para ver como é que seria essa interaction com os habitantes antes e depois disso ser feito. Donc pour cela, on a étudié classiquement le quartier par les parcours que faisaient le plus habituellement les habitants. Vous voyez ici une ligne de tramway, on l'a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, la bande-son qu'on a entendue partait ici, traversait le marché et s'éloignait. Il y a aussi une voie ferrée enterrée ici et un quartier de hauts immeubles ici avec plutôt des maisons individuelles. Donc d'abord, c'était passer par un parcours pour étudier l'ambiance sonore. Então, interessante, talvez valha a pena dizer isso, que era para estudar justamente os percursos feitos, né, e pensando o ambiente sonoro. Donc là, Os habitantes dessa cidade. on a adapté plusieurs méthodes qui étaient déjà définies dans notre laboratoire, entre autres la méthode des parcours commentés qu'a proposé Jean-Paul Thibault. C'est une méthode qui permet trois hypothèses, à la fois que l'approche doit être faite à l'échelle du citadin, par le citadin, que ça doit être in situ, donc pas autour d'une table en réunion, mais dans la rue, et dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Eles adaptaram o método, né, já proposto pelo Thibault, né, que seria de trabalhar no lugar em si, né, quer dizer, no lugar, em movimento e como isso. Não, isso é o método que é o percurso começado definido pelo Thibault. Mas é isso aqui embaixo que eu estou traduzindo, né? A hipótese de uma abordagem que fosse cidadina, é isso que eu não estava sabendo. Usager. Usager, habitant. Habitant? Não, é do habitante num lugar dinâmico, né? Em movimento. Et une des difficultés des parcours commentés quand on s'intéresse au sonore, c'est qu'il est très difficile pour les gens de se concentrer sur l'environnement sonore. Et très vite, les gens parlent d'autre chose. Donc, simplement parce que ce n'est pas habituel. On n'a pas l'habitude de décrire pendant 20 minutes les sons qui nous entourent. Donc pour cela, on a mélangé avec une autre méthode qui s'appelle l'écoute réactivée, qui consiste à faire écouter des sons et à faire réagir les gens aux sons qu'ils écoutent. Un peu comme si je vous avais demandé vos commentaires sur les sons qu'on vient d'écouter. Sauf que là, c'est une écoute réactivée en direct, puisque les personnes qui parcourent, vous allez le voir, parcourent avec un casque, un micro, et ce qu'ils entendent, c'est le son amplifié. Bom, então, tinha uma maneira justamente, a questão é que a gente não tem o hábito de prestar atenção, vamos dizer, no ambiente, no espaço sonoro, né, em que a gente está passando, logo a gente começa a falar, para de prestar atenção, etc. Então, por isso, eles trabalharam nessa segunda coisa, que é uma escuta reativada, né, e que é aquela coisa que estava lá no... Chamei em português, os fones de ouvido, né, para ouvir, né, e que eles iam comentando justamente à medida que iam ouvindo esse som, para concentrar a atenção. Alors, ça nécessite d'utiliser plusieurs techniques, mais je vais en parler après. Donc la règle est assez simple, c'est marcher, écouter et décrire. Pour cela, on demande aux personnes de focaliser leur description sur l'environnement sonore. Ça nécessite ce petit dispositif technique pour que les gens pour qu'on reste concentré sur cette dimension-là. Alors en fait, il y a deux micros. Il y a un petit micro-cravate qui accompagne la personne et qui enregistre ses commentaires. Et il y a le grand micro qu'il tient, qui est un micro de prise de son, qui est un micro directionnel, donc il prend les sons devant. Ce qui fait qu'à la fin, on a deux bandes son. On a une bande son du parcours de la parole de la personne et une bande son du paysage sonore, une bande son, soundtrack, bande son, soundtrack, une bande son, enregistrement sonore.
Et si la personne ne parle pas trop fort, on l'entend presque pas dans le paysage sonore. Ele disse que a regra é simples, é andar, ouvir e descrever. E para fazer isso, né, a descrição desse ambiente sonoro, é preciso colocar alguns dispositivos para se concentrar. Então, um microfone de gravata, ou né, gravata é esse daqui, né, se põe aqui, um micro direcional, né, esse que pega, está em volta, né, e justamente aí, né, entrou essa palavrinha que eu não conseguia traduzir, porque no fim você vai ter então duas trilhas sonoras. La première réaction des personnes, c'est bien entendu une découverte différente de son propre environnement sonore. Beaucoup n'avaient jamais fait l'expérience d'une écoute amplifiée de ce qui nous entoure, en particulier Oui, ça marche, merci. Et... L'équipe, c'est que, bon, c'est similaire. Ok, on fait sans micro. Ouais. Je propose, on fait sans micro. Donc, pour beaucoup de gens, c'est une vraie découverte de se balader et d'écouter de manière amplifiée. Aussi parce que beaucoup de gens viennent à notre rencontre et discutent avec nous. Et le contenu des discussions est riche pour le parcours, parce que du coup, on se met à discuter de l'environnement sonore, mais beaucoup plus que ça. On voit très bien les quartiers dans lesquels il y a énormément d'interactions sociales et les quartiers dans lesquels il n'y a pas du tout d'interaction sociale. L'accompagnant, en fait, est juste là pour relancer la personne, être un auditeur bienveillant, lui dire oui, mais, et encore, et là, de manière à ce que la personne ne garde pas des trop longs moments de silence et précise sa pensée. Et on n'essaye pas, on ne lui pose pas de questions, si ce n'est au début de commenter l'environnement sonore. Bom, a gente está se descrevendo o método, né? Eu não vou ser punida pelos deuses, né? Porque não provoquei nada. Então, a primeira reação das pessoas, ele diz, é a descoberta da diferença do seu ambiente, da diferença, vamos dizer, que eles descobrem diferentemente o seu ambiente sonoro, né? Quer dizer, eles percebem diferente, né? E as pessoas vêm ao encontro deles e discutem. E aí eles percebem que, mais do que simplesmente vamos dizer, ouvir, tomar consciência né, do ambiente sonoro de outra maneira, é que por esse tipo de procedimento, eles conseguem ver onde há maior interação e onde há menor interação entre as pessoas. E, como ele disse, também faz parte da metodologia do trabalho não colocar muitas questões, ou seja, quer dizer, não falar muito com a pessoa, estar essas pessoas que vêm falar com ele sobre a experiência que tiveram, né, a partir dessa escuta, eu diria, diferente. Então eu apresento já falando de escuta, mas eu acho que é isso. Donc la méthode est simple et beaucoup de méthodes de terrain peuvent se représenter comme ça. Il y a à la fois un travail de relevé architectural et urbain, et de l'autre côté, les descriptions et les enregistrements des gens qui font les parcours. Donc c'est un travail cartographique et architectural, il y a un travail de récit et de prise de son. Ensuite, tout ça est retranscrit de manière à repérer les lieux avec les moments où les choses sont dites et à commencer à faire une analyse qualitative des commentaires. Il suffit qu'on ait 7-8 personnes pour déjà avoir une assez bonne connaissance des lieux. Il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes. Et cette analyse qualitative des commentaires, je vais en parler après, nous aide à choisir des séquences sonores caractéristiques, nous aide à choisir des points de mesure, quand des fois des points de mesure sont nécessaires,
Et à ce moment-là, nous refaisons des enregistrements qui n'étaient pas forcément les bons ici, et nous faisons des mesures pour confirmer ou infirmer ce que disent les personnes. Quand quelqu'un dit c'est très bruyant ici, ou ici c'est très calme, ou à tel endroit il y a beaucoup de réverbération, c'est des endroits qu'on vient vérifier d'un point de vue talent. Et après, ça nous fait 3 corpus. Des enregistrements, des commentaires et des mesures. Et c'est ces 3 corpus-là, mis côte à côte, qui nous permettent d'avoir une caractérisation des ambiances sonores do quartier. Bom, vamos lá. Vocês entenderam? É só traduzir um pouco. Tem que fazer, né, como a gente chama, o RLD, quer dizer, o levantamento. O levantamento da arquitetural urbana, né? Não relevei, não. Oui, voilà, merci. A descrição e a gravação, né, sonora, e aí ele fala, justamente ele falou aí que é tomar as boas medidas lá. E aí fazem as transcrições, comentários, os traçados de percursos, né, a referenciação, né, dos lugares, etc. E isso é a análise qualitativa dos comentários, dos efeitos sonoros, das representações das pessoas. Que aí você já tem, porque lá em cima, na descrição e no registro sonoro, ele fala que você tem lá já o récit, quer dizer, a narrativa. Então aí você passa para a análise qualitativa, né? E isso leva justamente a possibilidade da escolha das sequências sonoras características e também da definição dos pontos que necessitam de um estudo de medida, não sei como chamar isso, né, que mede, né, esse metrológico, né, não sei se tem tradução assim, não é? Aí, a partir daí, ele justamente, ele disse que a partir então das gravações que eles vão fazer, né, e das medidas, essas medidas é o seguinte, eles vão aos lugares em que essas pessoas estiveram e eles vão confirmar ou não, né, aquilo que elas dizem a propósito do lugar. Então elas vão falar que é muito alimento ou não, etc. Eles vão lá confirmar, né, o que elas contaram com aquilo que eles vão verificar. E isso resulta em 3 córpora, né, que é da gravação, do comentário e da medida. Bom, isso é a caracterização, então, que resulta na caracterização das ambiências sonoras que são notáveis, enfim, né, essas que têm relevância, eu diria, né, do lugar, do sítio. Cette méthode peut paraître longue, mais elle a une forme d'économie, puisque si on passe un peu de temps dans les parcours au début, les parcours nous disent très vite les endroits dans lesquels il faut faire des mesures, dans lesquels il faut faire des enregistrements. Mais en fait, il n'y en a jamais beaucoup. Ce qui fait qu'on a une économie après, parce qu'on a bien repéré à cet endroit-là les enjeux de mesure, les enjeux de caractérisation par des enregistrements. Ele se parece longo, mas é econômico porque quando você pega aquela, né, seção e os registros, né, elas indicam com clareza, né, e isso economiza, vamos dizer, né, quais são os lugares que você deve fazer as medidas e em que lugares você deve fazer as gravações. La technique. A técnica agora. C'est la nécessité de se donner des règles de retranscription, ça vous connaissez bien. Retranscription. Des règles de transcription. Ah, transcription. Traduire par de Oui, transcription. oui, oui. Então tem que dar regras de transcrição. Et donc après, nous avons 3 travails. Un travail qu'on a nommé les commentaires agencés, c'est qu'on prend les commentaires de toutes les personnes et on les agence. Je vais montrer comment on le fait. Les enregistrements réajustés, c'est-à-dire que ces enregistrements-là ne permettent pas forcément d'écouter ce que dit la personne, que notre oreille est active alors que l'enregistrement est neutre. Il prend tout l'enregistrement sans préférence.
mais la personne, elle, quand elle commente, elle peut commenter une chose qui s'entend très peu mais qui est loin et qui est très importante. Et donc il faut souvent revenir pour réajuster ces enregistrements pour en faire les plus pertinents. Et on les mesure, on se rend compte que les seules mesures dont on a besoin, presque, c'est des mesures différenciées. Ça veut dire des mesures qui comparent un lieu, un avant et un après, un lieu et un autre. Ce n'est pas des mesures absolues. Então, aí, vamos dizer, eles vão ter, então, os comentários, eles vão, a parte do trabalho agora a ser feita é vamos dizer, essa organização dos comentários, né? Que é o primeiro. O segundo é que o reajuste das gravações, que é aquela coisa, né? E aqui, né, onde foram as gravações e verificar justamente, né? E poder reajustar quando necessário e tomar simplesmente o que interessa, né, e que é mostrado nesse método, é que eles precisam guardar somente as medidas diferenciadas. Alors, les commentaires agencés, le principe, c'est un principe que Yves Chalas avait appelé la table des ciseaux, à laquelle on a couplé une manière de nommer le sonore. Cette manière de nommer le sonore, en France, a été proposée initialement par Pierre Schaeffer, c'est un compositeur, parce qu'elle en fout la reprise pour lui donner des termes plutôt liés à l'urbain. C'est-à-dire que la table et les ciseaux consiste à prendre toutes les unités signifiantes des parcours et puis à regarder celles qui vont avec, de manière à faire des catégories. Les unités signifiantes. Et en faisant ce travail-là, on retrouve ces trois catégories-là, c'est-à-dire la catégorie du fond sonore. Le fond sonore, c'est quelque chose qui dure tout le temps, et c'est quelque chose qu'il faut écouter pour l'entendre. C'est-à-dire qu'a priori, on ne l'entend pas. Là, par exemple, ça peut être cette climatisation. Vous pouvez ne pas l'entendre si vous êtes concentré sur moi, mais si vous rêvez un peu, peut-être que vous l'entendez. Et si maintenant vous essayez de l'écouter, vous l'entendez. Ça, c'est le fond sonore. L'ambiance sonore, c'est ce qu'on entend. C'est ce qui fait. Alors, par exemple, l'ambiance sonore ici, c'est ma voix, par exemple. Et vous pouvez l'entendre sans l'écouter. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de lire dans la salle, il m'entend très bien, mais c'est pas pour ça qu'il m'écoute. Et là, c'est plutôt lié à une temporalité liée à la dynamique. C'est quelque chose qui est présent, mais qui bouge. Et enfin, le signal sonore. C'est pas très fort, mais. Et il faut l'entendre pour l'écouter, mais une fois entendu, on ne peut pas ne pas l'écouter. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un événement qui fait appel à nous. Et voilà. Donc, on voit qu'en parcourant l'espace, des fois on est dans le fond sonore, dans l'ambiance sonore, dans le signal sonore. Un son peut passer de l'un à l'autre. C'est l'écoute qui fait ces catégories. Une voiture peut être dans un fond sonore, peut être là, ou si elle klaxonne, peut être là. Si on s'éloigne de la voiture, elle passera de là à là, par exemple. Et puis il y a deux autres catégories qui apparaissent dans l'analyse. Les sons que l'on produit soi-même, et on est nous-mêmes les propres producteurs de sons. Et puis, ce qui s'appelle l'interprétation, une dimension d'interprétation, ce que Pierre Schaeffer avait appelé le comprendre, ou un autre chercheur qui s'appelle Peter Sandy a appelé l'écoute plastique. C'est le fait qu'on s'écoute écouter, ou qu'on écoute quelque chose pour y chercher quelque chose. Donc c'est une écoute de compréhension. Par exemple, je vais écouter mon moteur pour savoir si une pièce mécanique marche ou pas. Ou je vais écouter mon instrument de musique, savoir s'il est bien accordé. Ou je vais écouter un tramway pour savoir s'il est loin ou près, etc. Bom, eu pensei, né? Bom, aí fala esse percurso da escuta então, qualificada, né? Então, ele diz que esse Schaeffer, é o nome ali embaixo, né?
chama os comentários vivenciados, que é o princípio desse trabalho, de la table de décision. Não, esses são... Não, c'est la table de décision. c'est pas Schaeffer qui dit ça. Non, ça c'est Schaeffer. Oui, voilà, c'est ça, moi j'ai dit Schaeffer. Schaeffer, c'est lui qui dit écoutez, entendre. Ah, oui. Então, a técnica da mesa e das tesouras é simplesmente, segundo ele, é tomar as unidades significantes do percurso, né, e colocar, enfim, junto, colocar essas unidades significantes. Né? E aí ele fala que justamente é preciso distinguir, em função de uma tipologia sonora, né, distinguir essas três coisas que estão colocadas ali. Né? Uma coisa é o fundo sonoro, a outra coisa é a ambiência sonora e o outro é o sinal sonoro. Eu não sei se, para nós, eu não sei bem ouvir e escutar, né, como é que a gente pode compreender bem. Pela explicação dele, é interessante. Né? O fundo sonoro é aquele que a gente ouve. Né? Ele tem uma duração. Né? É preciso escutar para ouvir. Por exemplo, o ar-condicionado funcionando, você pode não ouvir, a não ser que você escute. Ou seja, escutar aí significa prestar atenção com o ouvido. Né? Quer dizer, você botar atenção, aí você ouve. Né? E tem uma duração. Na ambiência sonora, é justamente a questão do ouvir. Né? E ele diz que a gente pode, isso aí que eu acho difícil, a gente pode ouvir sem escutar. E tem uma temporalidade dinâmica. Sensibilidade, moi, j'ai pas bien compris. L'autre que j'ai compris bien, c'est ici. Oui, celui-ci. Comment on peut entendre sans écouter? Par exemple, quelqu'un est en train de lire dans la salle, il m'entend très bien parler, mais il ne m'écoute pas. Ah oui. On a conscience, on est dans un bar, il y a plein de bruit, on peut discuter avec quelqu'un, on n'écoute pas la musique. Vocês entenderam, é bem interessante isso, né? A pessoa está na sala, está lendo um livro enquanto ele está falando, então ela, na verdade, está ouvindo sem escutá-lo. É bem essa coisa, o escutar é fazer atenção naquilo, né? Por exemplo, quando você vai num bar, está cheio de barulho, você está ouvindo o barulho, mas você não está escutando, você está conversando com uma pessoa. Tá? E o terceiro, que é o sinal sonoro, é aquela palma que ele deu, que é o escutar mesmo, que é aquela coisa meio mais física, eu diria, né? Tátil, né? Que é preciso ouvir para escutar. Mas uma vez que você ouve, você não pode não escutar, né? Quer dizer, à la facette bien, c'est son qui l'entend et donc qui ne peut pas d'écouter. E aí a temporalidade é o acontecimento, quer dizer, né? Aquele momento que passa, não sabe a passa. Bom, aí ele diz que é necessário juntar, na verdade, né? Um fato que ele falou e que não sei se está posto aí, mas que eu achei bem interessante, é que o som pode passar de uma a outra dessas categorias. Né? O que faz, na verdade, você, né, classificar, por exemplo, em um ou outro desses lugares, é a escuta. Né? Bom, e aí que há a necessidade de se juntar ainda duas categorias. E o primeiro que são os sons que a gente escuta a gente mesmo, quando você está, né, ouvindo, na verdade você está escutando você mesmo. Agora, e o interpretar, que é para ele, né, para o discurso que confere uma qualificação geral do espaço sonoro. E aí ele chama de escuta da compreensão. Não é? É uma escuta da compreensão. Là, c'est plus des
ça, c'est-à-dire ça va? Non? C'est pas grave? Non, c'est pas important. C'est pas très important, c'est quand on s'écoute écouter. Oui, mais c'est sempre equilíbrio. Oui, c'est sempre equilíbrio. Quando a gente escuta, a gente se escuta escutando. Né? E isso, ça c'est particulier quand même, c'est particulier avec ces finances. Oui. Parce que normalement, on ne fait pas ça. Donc, quand on agence des commentaires, eh bien, on peut pour une personne mettre selon les... Donc, on peut répartir les commentaires des personnes selon les catégories. os comentários das pessoas podem então ser repartidos segundo essas categorias, né? Ouvir, entender, escutar, como na vai tradução do Fernando Corrantano em livro, vocês sabem como. Je crois que ça existe, parce que des chercheurs ont travaillé en portugais sur les traductions. Ouvir, escutar, produzir, interpretar e andando é ouvir. Ok, donc après on peut revenir faire des enregistrements, on peut venir faire des mesures. Par exemple, ici on a des effets de masque, là lié en rond-point, là lié au tramway, et la perception des effets de masque est très différente selon les endroits, alors que les mesures montrent que au niveau du rond-point, le niveau sonore est bas, alors que l'effet de masque paraît grand, et au niveau du tramway, les mesures sont très fortes, très hautes, alors que l'effet de masque ne paraît pas très important pour les gens. Qu'est-ce que c'est l'effet de masque? C'est quand un son masque le reste des sons. Ah oui. Então, aí diz, aí a gente pode ir fazer gravações e medidas. E aí nas medidas ele diz, por exemplo, aqui no Rond-Point, quer dizer, uma pracinha redonda, uma ilha, como se chama, sei lá, né? Como um balão. E ali tem a estrada de ferro, né? Isso pode variar, justamente. Você pode ter, num caso, vamos dizer, né, de uma medida, né? C'était l'effet de masque? L'effet de masque. Les deux c'est des effets de masque. Ah oui. Mais le... Non, mais... Oui, mais je reviens. Cet effet de masque est perçu comme très fort, alors que le niveau sonore n'est pas fort. Et cet effet de masque est perçu comme pas très fort, alors que le niveau est très fort. Bom, o nível sonoro e o efeito de máscara não conta, esse efeito de máscara, ele explicou assim, que é quando um som mascara o outro, né? Quer dizer, não aparece. Então você pode ter um nível sonoro muito forte, um efeito de máscara pequeno e vice-versa. L'explication est simple, c'est classique. Ici, on a plutôt un effet de masque continu, alors qu'ici, on a plutôt une séquence narrative où le tramway est au loin, il arrive, il y a la cloche, les portes s'ouvrent, il se referme, il repart. Donc cette dimension narrative donne du sens au son, et l'effet de masque n'est pas vécu comme visible, comme désagréable, alors que le fait que les voitures et les bus courent est vécu comme permanent, comme désagréable. Vocês entenderam, né? É por causa aqui é contínuo e ali não, ali tem um efeito marketing que ele vai chegando, ele chega e ele parte, vamos dizer. Então há, né, uma certa movimentação, vamos dizer, né? E por isso que há essa indistinção. Bon, c'est un exemple simple, mais en croisant les mesures, les enregistrements et les paroles, on montre justement beaucoup de choses comme ça.
on montre en croisant ce que l'on enregistre, les paroles, les effets, les temporalités des mesures. Ça permet de caractériser des événements de l'ambiance sonore, des éléments de l'ambiance sonore. Des éléments de l'ambiance sonore. En croisant, enregistrement, as gravações, as expressões que são qualification, temporalité, mesure et une synthèse des observations. Você chega a essa caracterização, né, do ambiente sonoro. Le problème avec tout ça, c'est que ça fait une matière très importante de données. Et on a des mesures, des enregistrements et des paroles. Et il faut à un moment donné synthétiser pour dire l'essentiel de l'ambiance sonore d'un lieu. Ça peut être fait à la fois par un choix de certaines prises de son, mais aussi par la construction d'un récit qui raconte ce croisement des disciplines. Ele disse que como tem que trabalhar com medidas, palavras e gravações, né, se coloca aí uma certa dificuldade que é a de sintetizar. Como é que vai sintetizar essas diferenças, né? E ele disse que o essencial do ambiente sonoro, então, é estar, né, conseguir justamente, né, perceber. Então, como é que se percebe aí o essencial do ambiente sonoro? E aí ele diz que pode ser pela escolha de um som ou pela narrativa que conta o cruzamento, né, dessas linhas aí. Et on retrouve, enfin, c'est ce que j'avais parlé la dernière fois, mais on retrouve l'importance du récit comme moyen de reconstruction de l'étude de terrain, que ce soit des mesures, des enregistrements ou des commentaires des personnes, mais comme moyen aussi de reconstruction de l'ambiance qui est bien vécue comme un récit quand on se promène dans la rue par les différentes personnes. Ele disse que a reconstrução, né, do terreno, a reconstrução da ambiência é vivida como uma narrativa, né, por diferentes pessoas, né, por diferentes pessoas. Ça c'est un exemple de récit. Isso é um exemplo de uma narrativa. Avec ce récit s'accompagne un fragment sonore. Com isso, isso é acompanhado de um fragmento sonoro. C'est celui qu'on a écouté au début. É o que nós escutamos lá no início. Pode ver. Si je fais encore un quart d'heure. Oui, ça va. Ah, oui. Você tá? É que as pessoas às vezes de para não, eles devem fazer essas vagas que podem estar essa papel de toda a música, les effets de crescendo. Il y a un répertoire d'effets sonores qui a été créé, de 80 effets sonores, qui permettent de nommer des agencements ou des événements sonores. Eles têm repertório de 80 efeitos sonoros. Como é que vocês vão ouvir todos? Não, tá bom, obrigado. C'est un vocabulaire qu'on utilise à la musique et aussi à l'urbanisme, parfois à la rhétorique. É um vocabulário que vem da música, da retórica e
da retorika, l'urbanisme, enfin, a do urbanismo. et la rhétorique. E a retórica. Essas palavras vêm desse repertório. Aí eu percebi o crescendo é muito. Je vous propose de passer à l'exemple numéro 2, mais je vais faire plus court. Número 2, ele vai mais rápido para poder terminar, você vai ver Où là, on part de la question du sonore pour aborder le territoire. ele parte do sonoro para chegar no território. Je vais passer une vidéo pendant que je parle. Vai passar um vídeo enquanto ele fala. É daquele senhor, não é? C'est une autoroute en France qui va d'une petite ville qui s'appelle Givors à Saint-Étienne. É uma autoestrada que vai de Givors a Saint-Étienne. Cette autoroute est une des plus anciennes autoroutes de France. Das mais antigas da França. Elle est sans péage. Não tem pedágio, olha que ótimo. Elle est dans un état moyen. Ela está mais ou menos. Et la direction des routes du département a décidé d'en faire une autoroute expérimentale en proposant le concept d'autoroute design. Autoroute? Design. Design? Não, Design. Resolveu fazer uma coisa experimental aí, que ele chamou de autoestrada design. Donc ils ont passé une commande pour définir une charte de protection acoustique pour cette autoroute. Qu'est-ce que c'est charte? Une charte, c'est plus qu'un cahier des charges. C'est un document où tous les acteurs se mettent d'accord sur les actions consensuelles. Oui. C'est très bien pour ce qu'on a discuté. Et la question du consensus. Donc là, on les fait exprès. C'est des grandes directions. On se met d'accord sur des grandes directions. La notion de consensus est très forte dans la charte. C'est moins détaillé que le então, c'est donc un document. Oui. Et qui est-ce qui devait être d'accord avec ça? Non. Nous avons travaillé, proposé un document qui servirait après, chaque fois que l'on veut faire un mur anti-bruit. Chaque fois que l'on veut faire un mur de protection phonique. Un mur anti-bruit. Um muro de proteção fônica, sonora, né? E é um documento que eles fazem, que eles querem fazer isso. Então é um documento, é uma carta, né? Assinada por várias pessoas que estão de acordo sobre aquilo. É a questão da formação de um consenso, mas no caso aí explícito, né? Et aussi de la perception que l'on a de l'autoroute. Então, ao invés de fazer algo só defensivo, quer dizer, no sentido de proteger o som, certo? Fazer algo mais ofensivo, quer dizer, cada um desses muros seria um projeto, na verdade, e que teria a ver com a própria visão que você tem da autoestrada, etc. Il y a eu 3 études. Une étude territoriale, 3 estudos, um territorial, une étude de design graphique, de outro proposition de graphique, design gráfico, et une étude de structure et d'acoustique. outro de estrutura e acústica. Je vais vous présenter l'étude territoriale. Ele vai apresentar o territorial. Ele disse que essa está mais ou menos bem, que ele não viu aqui ainda como é que são as estradas, a não ser a Bandeirantes que ele quer Sur une autoroute de 42 km, Aí é uma autoestrada de 42 km. nous sommes dans des boucles urbaines à chaque fois très différentes. Então, são em cortes urbanos cada vez muito diferentes. Donc un premier travail a été un travail de simplification et de relevé à partir du film vidéo. C'est un film qui a été fait en prenant, je ne sais plus exactement si c'est une image, mais une seconde, les 2 secondes, pour faire ce travail-là.
Bom, é uma simplificação, primeiro aí, né, feita a partir de um filme vídeo, né, de poucos minutos. Ce travail a été réalisé par une équipe, par trois équipes. Pascal Anfou qui dirigeait l'étude, Filippo Brogini qui était le designer, et nous pour l'étude territoriale. C'était qui? Filippo Brogini, le designer. Oui, Pascal Anfou, le responsable. Pascal Anfou et l'autre. Pascal Anfou. Oui. Mais c'était quoi? Non, parce que ce sont trois équipes. Il y a le design et l'autre. Il y avait un coordonnateur, une équipe design. Il y avait nous comme équipe pour l'enquête territoriale. Là, il y avait aussi un acousticien et un éclairagiste. L'éclairagiste, c'était Laurent Fachard. Mais... Voilà, ça c'est l'équipe. Voilà l'équipe. Bom, voilà. Aí vocês olham e veem a equipe como é que ela foi formada, né? Né? Para arquitetura e paisagem ali, né? E acústica e informática e a parte visual, né, feita ali, e a equipe deles mesmo, né, que estava envolvida. C'est un projet dans lequel on a utilisé les méthodes du Cresson. Eles utilizaram método de expressão. Sachant que l'hypothèse, c'était que la protection acoustique serve à qualifier le territoire et pas uniquement à protéger du son. É que a questão da proteção acústica não serve só para proteger do som, mas fazer uma requalificação sonora do território. Pas que sonore. Qualification du territoire. Uma qualificação do território, mais c'était écrit sonore. Ah, ok. Il n'est pas que sonore. C'est-à-dire qu'un écran puisse servir à autre chose que ce à quoi il sert. Par exemple, à offrir du foncier derrière, du terrain Oui, derrière. comme vous avez dit, Voilà, comme la dernière fois. oui. Alors, l'étude territoriale a consisté en 4 méthodes, enfin plusieurs méthodes. Il y avait les acteurs concernés, c'était les automobilistes, ceux qui prennent la route. Donc eux, on a utilisé la méthode des cartes mentales et la méthode des parcours commentés, mais qu'on a appelé parcours embarqués, puisqu'ils se font dans les voitures. Là, l'objet interrogé, c'était plutôt le grand paysage, et c'était l'échelle des vallées. Pour les acteurs qui étaient les élus, le service technique et les associations, on a fait des entretiens, et on va le voir, ce qu'on a appelé les entretiens carte en main. Et là, ce qui est interrogé, c'était la ville, et c'était l'échelle des communes. Les techniciens qui travaillent sur la route, on a passé une journée avec eux dans leur camion. Donc l'objet, c'est pour l'équipement routier, et l'échelle, c'est les rives de l'autoroute. Et puis enfin, on a fait 2 réunions, enfin, il y avait 5 demi-journées, mais ça s'est simplifié, avec des experts, enfin, des gens qui ont l'habitude de travailler sur le territoire. Donc il y a à chaque fois des acteurs différents, pour des échelles différentes, avec des méthodes. Bom, ele disse que justamente havia métodos diferentes, né? De acordo com os autores concernidos, né? O método da narrativa, o objeto e a escala. Então, com automobilistas, eles fizeram com pessoas que foram eleitas para fazer serviço técnico, né? Aqui são pessoas que trabalham na Autoroute e com expert. E aí, o que resulta disso? Quer dizer, a diferença do método ali, né? O objeto com que eles trabalharam, né? Os automobilistas com as grandes paisagens, né? E na escala das cidades, né? Esses outros que fizeram serviços técnicos, seria da cidade, seria o objeto mesmo, né? E o aparelho termina no territoire. La rive. Oui, non, après la vallée, les communes. Comunas, as comunas, né? E no outro era o equipamento, que eram as margens, né, ali. E para os experts
né, é a questão do contexto e o território como escala, tendo o território como escala. Je vais focaliser sur les méthodes, pas forcément sur le résultat des méthodes. Ele vai focalizar sobre o método, não forçosamente sobre o resultado do método. Les parcours embarqués, ça consistait à faire 3 allées dans un sens et 3 retours dans l'autre, avec des gens différents, à des heures différentes, il y a des jours de la semaine différents, et à leur demander de commenter leur expérience autoroutière. Bom, o percurso, esse percurso parcours embarqué aí, que são as pessoas que estão lá dentro e que vão, né, fazer o percurso, eles fizeram com 4 pessoas fizeram 4 com pessoas, dias diferentes, pessoas diferentes, né, e pediu para comentar, né, as suas impressões. Alors, le résultat, vous avez compris avec la première méthode, on fait des commentaires agencés, sauf que là on ne fait pas des prises de son, on fait des photos. Et nous avons ici ce qu'on peut appeler un texte polyglotte, c'est-à-dire qu'on mélange les phrases des différentes personnes et on les regroupe en fonction des lieux. Donc par exemple, entre le pont et cette zone-là, voici de manière importante ce qui a été dit. C'est une sélection. Et si on veut lire encore de manière plus rapide, on peut lire que les éléments graves, qui sont encore un peu plus résumés. Et on a à chaque fois des endroits où ça se réfère avec les photos. C'est un texte, un récit, qui des fois mélange une phrase qui a été faite le lundi, des fois une phrase qui a été faite le mardi, des fois de jour, des fois de nuit. Et c'est comment commencer le récit de phrases d'automobilistes pour dire les lieux. Les automobilistes qui ont fait la route avec nous, qui conduisaient, et on enregistrait leurs commentaires pendant qu'ils roulaient. Mais les photos, c'est nous qui les avons fait, pas les automobilistes. Então, aí é difícil explicar, acho que vocês acompanharam, porque ele mistura justamente, né? Ele pega naquelas diferenças e faz uma mistura, por isso que ele chama poliglota, né? Bom, as fotos foram eles que fizeram, mas aí é a narrativa dos automobilistas que estavam fazendo aquele percurso. E em cada um desses parágrafos aí tem frases misturadas de diferentes automobilistas, diferentes lugares, diferentes situações. E aqueles inequívocos são aqueles que para eles chamam mais atenção. E há uma correspondência que estava no outro desenho, no travesse, né? Mas tinha uma correspondência, né, que passava no livro, não sei se vocês viram aqueles traços, né, aqui no mapa, que tinha que ver com aquelas marcações, vamos dizer, na narrativa, no texto. Là aussi, voyons, on ne demande jamais aux gens, on ne questionne jamais les gens autour d'une table. Il y a toujours un tiers entre l'enquêteur et la personne. Et là, le tiers, c'est la voiture et c'est l'autoroute. Sempre há um terceiro entre eles e as pessoas, nesse caso era o próprio carro e a autoestrada. Alors, les 42 km, ça fait à peu près une dizaine de pages. 42 quilômetros fizeram uma dezena de páginas. Plus une dizaine de pages pour le sens photo. E para mais 10 no sentido do recorte. Ce travail-là nous a permis de se rendre compte des grandes séquences, comment les gens exprimaient le changement de séquence paysagère ou urbaine. C'est-à-dire que la manière dont nous, après, nous avons découpé l'autoroute par tronçon est issue du découpage que les gens en font lorsqu'ils circulent. Depois eles fizeram esses recortes de acordo, na verdade, com aquilo que as pessoas ao narrar faziam como recorte na medida em que elas faziam o percurso. Baseado na expressão das pessoas. La deuxième méthode qui est plus classique, c'est la méthode des cartes mentales. Outro método que é clássico é o das cartas mentais.
Là, vous avez quelques exemples. Les cartes mentales nous ont principalement montré pour cette étude-là l'importance de la conduite et donc de la conduite comme du pilotage, non pas comme on conduit une voiture, mais plutôt comme on pilote une voiture. C'est une autoroute qui nécessite, on en parlera, une attention de conduite. Ce qui fait que dans les cartes mentales, les gens nous parlent beaucoup plus des virages, des montées, des descentes, des endroits où on peut doubler, des endroits où c'est interdit de doubler, où il y a des limitations de vitesse, des endroits où on peut prendre de l'essence, etc. Ou les échappatoires. Comment on peut échapper en bouchon en passant par tel ou tel endroit. Donc c'est beaucoup plus les enjeux de la conduite qui sont représentés que véritablement la question de paysage, la question de zone traversée. Pour les questions de zone traversée, il y a par contre 4 ou 5 repères uniquement sur l'ensemble de l'autoroute qui reviennent de manière forte dans les cartes mentales. Donc on a très vite les représentations de qu'est-ce qui fait repère pour cette autoroute. C'est une zone commerciale, c'est telle grande descente, c'est l'enchaînement de 3 tunnels. Zone commerciale. Une grande pente, l'enchaînement de 3 tunnels, etc. Bom, aí tem esse outro, né, na carta, em relação à carta militar, né? Ele falou que o que eles deram importância não era a condução do carro, quer dizer, como é que eles conduziam, mas pensaram como eles pilotam o carro, né, a velocidade. Né? E na narrativa deles, a importância maior é completamente diferente da outra experiência, né, do outro método. Porque eles falavam mais de onde tinha que virar, onde é que tinha descida, onde é que tinha subida, onde é que tinha um jeito de escapar dos engarrafamentos, enfim, dessas coisas tem que ver com a própria condução e não com a paisagem ou com a zona, como o Chico falou, né? E não com a zona atravessada. E em relação à zona atravessada, só 4 coisas, né, foram prestar mais atenção, foram ditas, né? Aquilo que ele tinha falado, que era uma descida, né? A travessia de um túnel e uma zona comercial, etc. Pour ceux qui lisent le français, on peut voir le détail de l'analyse. Ce qui fait tout ça, c'est une carte simplifiée des représentations liées aux cartes mentales. Tous les éléments qui sont revenus de manière récurrente dans la carte mentale se retrouvent sur cette carte. Os elementos que estavam, né, na carta mental estão ali nessa representação. La troisième méthode a consisté à passer une journée avec des techniciens de la route dans un camion qui s'appelle un Pissard pour voir tous les enjeux techniques qui étaient liés aux rives proches. Je ne vais peut-être pas passer tout le temps dessus. Bom, a outra experiência foi com um motorista de um caminhão, né, para poder observar né, o que acontecia quando eles passavam, né, dessa marcha. Mais la méthode qu'on a mis en place par rapport aux élus et aux techniciens des municipalités traversées, c'est une méthode qu'on pourrait appeler carte en main, qui consistait, parce que c'est très difficile de prendre un élu et de l'amener avec soi sur le terrain, il n'a pas beaucoup de temps, etc. Et discuter autour d'une table avec lui, souvent on obtient un discours très construit. Donc l'idée c'était de trouver un tiers pour ne pas être en situation de discours, qui ne pouvait pas être le terrain. Et le tiers qu'on a trouvé, c'était une carte qu'on posait sur la table avec un calque, ce qui nous servait de moyen de communication et d'écriture pendant tout l'entretien. Bom, aí essa é a outra experiência, né, com aquele outro grupo,
que eles elegeram para fazer essa experiência. E como ele disse, como eles nem sempre têm tempo, etc., então eles fizeram esse percurso. E o que eles colocaram como o terceiro para mediar a relação entre eles foi uma uma folha, como que a gente chama isso? Vocês sabem, não, em português? O que é feuille de canne? Aquelas que você desenha em cima e aparece decalque. Et l'entretien consistait à discuter des enjeux de l'autoroute par rapport à la commune. E a discussão era sobre as estratégias, do percurso em relação ao automóvel. Bien sûr les enjeux sonores, de protection phonique, mais aussi tous les enjeux d'aménagement. Claro, a questão sonora, mas também todo o aménagement, Cette commune est intéressante parce que sur 10 km, elle change à peu près 12 fois de département d'autoroute. A autostrada muda 12 vezes de cidade, de comuna, nesse percurso. Et donc là les cartes ont été redessinées après par nous pour les unifier, mais chaque carte est l'occasion pour une commune de débattre des enjeux d'aménagement liés à l'autoroute. Aí é a síntese das várias. E é a ocasião justamente de perceber como é que é essa visão em relação à autostrada. Alors enfin, pour résumer le tout, c'est une construction simplifiée. Nous avons réuni le tout en 3 termes: rugosité, latéralité et sinuosité. C'est l'idée que la rugosité, à partir des analyses, parce qu'on se rend compte que c'est une route, c'est un espace et un temps de conduite technique. Que cette route-là, c'est une route où l'on pilote plus que l'on conduit et où la connaissance semble primordiale à qui veut optimiser son temps de parcours et assurer sa sécurité. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, on se retrouve avec trois grands thèmes, et dans chaque thème, des catégories, des éléments d'analyse qui permettent de résumer l'analyse des autres méthodes. Alors, la différence piloter, conduire, c'est-à-dire que c'est très quand on pilote, c'est vraiment qu'il faut faire très attention. Alors, quand on conduit, Bom, então eles chegaram a essas 3 palavras, vamos dizer, que resumem um pouco essa experiência: rugosidade, lateralidade, sinuosidade, e ele mostra aqui embaixo, enfim, como ele fala que leva a concluir que essa A47 e tal é uma estrada onde se pilota. Eu peguei qual a diferença de pilotar e conduzir, Pilotar é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Então, onde se pilota mais do que se conduz, e onde o conhecimento da rede parece primordial a quem quiser justamente otimizar seu tempo de percurso e assegurar a sua segurança. Ele disse que ele ia falar essas coisas que estão aí no meio, esses daí foram, mostraram a possibilidade de avaliar qual o método. Il y a des résumés en 3 lignes, des résumés en 20 lignes, puis après et donc, pareil pour les autres. Fez igual para as outras, a rugosidade, aquilo, aí a lateralidade. Là aussi, on retrouve non pas vraiment du récit, mais les ingrédients du récit. Aí também não se encontra a narrativa, mas os ingredientes da narrativa. Je m'excuse qu'on ne puisse pas rentrer dans le détail, c'est
peut-être pas l'objet, je vous propose de faire ma conclusion. Voilà, alors la conclusion en 3 points. A conclusão em 3 pontos. Qui, pour réouvrir ces méthodes aux enjeux urbains et aux enjeux sociaux, on peut aborder par ces méthodes-là des questions dont les réponses, bien entendu, sont différentes en fonction des territoires. C'est la question des seuils de perception et de la diffusion de l'information. Qu'est-ce que l'on mesure? Quels sont les indices perceptifs que nous utilisons? Que nous jugeons-nous ordinaires ou remarquables? Et quand est-ce qu'un élément qui est ordinaire devient remarquable dans notre propre quotidien? Alors on voit très bien au niveau des élus, par exemple, lorsque les éléments de patrimoine ordinaire deviennent des discours, ou pour des gens du projet, deviennent le motif d'une intervention. La deuxième question, c'est la question de l'articulation entre l'analyse et le projet. Si la dégradation de l'environnement oblige à l'action, cette action est bien trop souvent défensive et générique et incite au passage d'une attitude défensive à une attitude plus offensive pour requalifier l'espace urbain. Bien sûr, il y a des urgences sanitaires, mais si traiter l'urgence sanitaire permet en plus de requalifier l'espace urbain, du moins en France, ça semble d'actualité. Chaque espace a ainsi des qualités, les repérer, les nommer puis les protéger, voire les renforcer, nécessite une articulation entre les enjeux locaux dans le contexte, qu'ils soient sociaux, sensibles ou culturels, et bien sûr les enjeux globaux environnementaux, que ce soit les questions de santé publique ou de risques majeurs. Enfin, la question des outils de représentation, qui sont aussi peut-être des outils de communication, voire de négociation. Comment faire dialoguer habitants, élus, techniciens et projeteurs? Comment faire rencontrer les représentations de chacun sur le territoire? C'est toujours cette hypothèse du récit, du rôle du récit, à la fois pour mettre les personnes en situation d'écoute et de lecture du territoire, mais aussi d'écoute et de lecture des représentations des autres, pour, on peut le souhaiter, énoncer des enjeux et des représentations. Enfin, le sonore peut apparaître comme une des entrées, mais il y en a d'autres, un peu indisciplinées, parce que quand on aborde le sonore, on aborde forcément la dimension sociale. On ne se limite pas, le sonore ne s'arrête pas au public et au privé. Le sonore mélange aussi les échelles. Et voilà. Bom, isso vocês leram, né? Espero que tenham compreendido. Então, e aí ele diz que o sonoro, na verdade, não para no sonoro, né? Ele também leva a pensar em escalas, vai além do sonoro. Merci beaucoup, Indy, pour la traduction.